Pourquoi ce film est un ovni dans cette saga? Ce haut service secret de Sa Majesté a ses aficionados. Il suffit de voir le nombre de dislikes que j'ai eu sur la première critique que j'avais fait de ce film pour s'en apercevoir. Non pas que je n'aime pas ce film, mais en le regardant, il me laisse toujours un goût d'inachevé, un goût à part. Pourquoi, selon moi, ce film est un ovni, un objet bondien non identifié? On va décortiquer cette scène pré-générique qui est très intéressante à analyser et ça donne souvent aussi le ton à un James Bond. Elle n'est pas terrible pour ne pas dire mauvaise. Il faut bien avouer que l'exercice n'est quand même pas simple. Et il se débrouille quand même plutôt bien dans ses premières minutes d'au service secret de Sa Majesté. Il faut reconnaître un côté malin dans la façon dont ils ont procédé. Le public le sait avant d'y aller, l'acteur a changé. Mais on va tout de suite rassurer le spectateur avec plein de détails pour le réconforter. Un premier plan sur la patère Universal Export, l'entreprise couverture de Bond, là où il est censé travailler. Et tout de suite après, on enchaîne avec M, Q et Miss Moneypenny. On rassure tout de suite le public. Les personnages secondaires emblématiques de la saga sont là. Tout va bien. Et puis les gadgets sont aussi présents dès les premières minutes du film. La mayonnaise monte et elle prend très vite. Scène suivante, on voit une belle Aston Martin, c'est bon. On peut cocher la voiture dans les incontournables d'un 007. On aperçoit aussi James allumer une cigarette. Ça aussi, on peut checker. On a notre 007 fumeur et alcoolique comme dans les lits. Et puis, hasard ou vrai coup de maître, ils sont allés reprendre une scène de Goldfinger pour la rencontre entre Tracy et James. Souvenez-vous du film avec Sean Connery, quand il traque Goldfinger sur cette route sinueuse de montagne. Il rencontre une jolie femme en voiture qui le klaxonne, elle le dépasse, et en voyant cette belle créature, James décide de la poursuivre tel un fauve en rut. Puis il se rappelle ensuite à sa mission, se reprend et décélère pour continuer le cours de sa vie professionnelle. Et bien ici, dans Au service secret de Sa Majesté, on a exactement le même schéma. Les deux voitures, la route sinueuse, le coup de klaxon, James qui la laisse passer et qui veut la poursuivre dans un premier temps. Oui, Peter Hunt, le réalisateur, va jusqu'à dans votre inconscience pour vous rassurer en reprenant une scène de Goldfinger dans Au service secret de Sa Majesté. Il fait appel à notre mémoire pour nous dire « Regarde, c'est le même 007 !» T'inquiète pas. De cette façon, dès les premières minutes du film, il prépare le spectateur, l'amoureux de Bond, en lui donnant tous les codes pour lui rappeler qu'il est bien dans un James Bond. Dans le James Bond qu'il a connu depuis 5 films. Et d'ailleurs, je l'ai fait exprès, vous aviez remarqué que la première chose que fait Bond dans la saga, c'est allumer sa cigarette dans Dr No. Et ici, dans Au service secret de Sa Majesté, la première chose que fait le Bond de George Lazenby, c'est allumer sa clope. Un clin d'œil aux origines de la saga pour un nouveau départ. Je dois dire que c'est quand même franchement bien orchestré. Alors maintenant, vous allez certainement me rétorquer, pourquoi il nous raconte que cette scène pré-générique n'est pas terrible? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, le contexte. Que fait Bond à cet endroit? Pourquoi Bond manque à l'appel au point que M ne sache pas où il se trouve? Pourquoi Bond va secourir cette femme? Elle n'a pas le droit de prendre un bain dans l'océan tout habillée? Qui sont ces hommes qui les agressent? On manque cruellement de mise en contexte dans cette scène pré-générique de ce film. Ou alors, il faut être un expert de Bond et avoir lu le roman avant d'aller voir ce Au service secret de Sa Majesté pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça, j'estime que ce n'est pas normal, je vais en reparler plus tard. La deuxième raison, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans cette scène pré-générique. Une petite baston que je trouve mal réalisée, on reparlera plus tard de la réalisation, et puis basta. Avouez que c'est bien maigre. On avait pris l'habitude d'avoir soit une intro de l'intrigue à venir, soit une mission en cours qui se terminait. Et la dernière raison, alors je sais, il y en a qui trouvent ça génial et drôle, mais moi non. La fin de la séquence où Bond casse le 4e mur en s'adressant au public et en disant que le râteau qu'il vient de se prendre n'arriverait pas à l'autre en faisant allusion à Sean Connery. Ben non. Non, je ne l'aurais pas fait parce que cette blague ne va pas du tout avec le ton qu'on aura après dans le film. Dans un Roger Moore, pourquoi pas, ça serait passé. Mais là, c'est en total décalage avec le ton sérieux du film et la fin totalement tragique. Et surtout si je poursuis le fil et le lien avec Goldfinger. Souvenez-vous dans Goldfinger, cette femme qui le klaxonne et qui le dépasse, ce n'est pas une de ses conquêtes. Alors c'était peut-être pas nécessaire de faire cette blague
en reprenant une scène où justement James se prend un râteau aussi dans Goldfinger. Cette intro est selon moi vraiment symptomatique du ressenti que j'ai du film. C'est pour ça que je souhaitais m'arrêter longuement dessus. Et tout ce que vous allez entendre par la suite va ressembler grandement à cette scène introductive. Je pense qu'on peut le dire, ce film est le début du fanservice dans la saga bondienne. Alors je ne sais pas si la saga Bond a créé cette notion cinématographique, mais en tout cas, Au service secret de Sa Majesté s'appuie sur ça dès les premières minutes du film, comme je viens de vous l'énoncer dans la rubrique précédente. Et il ne s'arrête pas à la scène pré-générique, parce que dès le générique, on a des images des anciens Bond. Tout ça, encore une fois, pour rassurer un petit peu plus le spectateur en lui disant « Eh oh, t'inquiète pas gars, en fait ce film, c'est dans la lignée des précédents. C'est pas un film à part, il est bien dans la saga cinématographique. » Et le long métrage va continuer dans ce registre de fanservice dès les premières minutes après le générique, en nous offrant une scène avec le luxe à la James Bond, dans cet hôtel Palladio, sans oublier évidemment une bonne vieille scène de casino. Tout est donc rapidement mis en avant pour assurer le fan. Teresa, dit Tracy, interprétée par Diana Riggs, est souvent considérée comme l'une des meilleures James Bond girls. Je suis assez d'accord avec ça, même si elle n'a pas été aidée dans sa tâche. On va voir ensemble ce qui ne va pas dans le personnage. Le père de Teresa, dans une scène entre James et lui, mentionne une enfance difficile de Teresa avec une mère morte alors que Tracy n'avait que 12 ans. Ça démarre bien. Son père était absent à cause de son activité criminelle, Tracy fait les mauvais choix, elle se marie avec un gars qui se tue dans sa bagnole avec sa maîtresse. Draco explique donc à demi-mot pourquoi Teresa est suicidaire. Il veut que James soit son mari pour 1 million de livres. Un marchandage d'un autre temps, qu'on soit bien d'accord. Mais Bond se laisse plutôt tenter par un autre marchandage. Un deal qui lui permettrait d'arriver jusqu'à Blofeld. Et j'en reviens donc à la scène pré-générique. Tracy tente de se tuer dans l'océan car elle est désespérée. Le livre, lui, va beaucoup plus loin dans les explications. Il nous donne toutes les clés de compréhension. Ce que le film ne dit pas, c'est qu'elle a perdu sa fille de 6 mois. James Bond, dans le film, le dit très bien à Draco. Elle n'a pas besoin d'un homme, mais d'un psy. Le long métrage fait des raccourcis qui montrent Tracy comme une déséquilibrée. Loin d'être flatteur. Elle couche avec Bond pour payer sa dette. Faut quand même s'avouer que les débuts du personnage de Teresa dans le film sont plutôt chaotiques. Mais la vapeur va s'inverser. Et Diana Riggs, à mon sens, y joue énormément dans ce changement. Par moments, elle est ferme. Par exemple, lorsqu'elle remet à sa place son père lors de son repas d'anniversaire. Et à d'autres moments, elle est touchante. On n'aura aussi jamais autant senti une Bond girl sur la même hauteur que 007. C'est elle qui vient sauver James, apeuré à la patinoire. C'est elle qui conduit la voiture dans la course-poursuite. Elle se débrouille comme un chef. Elle est sur le front des combats en fin de film. On a presque nos deux héros sur un même pied d'égalité, et ça, c'est assez rare. Elle crève l'écran, surtout sur la deuxième partie du film. Les fans de Bond le savent. Peter Hunt, le réalisateur, voulait être fidèle au livre de Ian Fleming. C'est certainement le film le plus fidèle à un roman du créateur de 007. Ok, mais du coup, il a quelque peu oublié de resituer ce livre dans la saga cinématographique, au point de faire des raccourcis simplistes. On sait seulement, au bout de 30 minutes de film, ce qu'était censé faire Bond depuis le début. Trouver Blofeld depuis 2 ans. La fameuse opération Bedlam. Plutôt que de s'attarder longuement sur la rencontre entre Tracy et James, il n'aurait pas pu nous faire une scène qui nous montre qu'il est en mission de recherche, notre agent. Ironie du sort, c'est pour le coup très bien fait dans la scène pré-générique des Diamants sont éternels. Et ce film, on est d'accord, est loin d'être un chef-d'œuvre. Dans cette section, je veux surtout mettre l'accent sur l'énorme bourde faite dans ce film. Blofeld et James qui ne se connaissent pas. Comment peut-on faire une telle gaffe? Je veux bien qu'on souhaite être fidèle au livre, mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait jamais eu 5 films auparavant. Surtout, on ne vit que 2 fois, où 007 et le chef du Spectre se rencontrent. Ah oui, pour rappel, le triptyque Opération Tonnerre, on ne vit que 2 fois, et Au service secret de Sa Majesté, avec Blofeld au centre de l'intrigue, les livres sont sortis de la façon suivante. Et lui, Peter Hunt, eh bien il a fait comme les livres. Il a oublié
que la saga cinématographique avait quelque peu remis dans un ordre un peu différent l'ordre des livres. Alors j'aurais pu entendre que ce Au service secret de Sa Majesté soit un film indépendant des autres. Admettons. Mais pourquoi, dans ce cas, nous avoir asséné du fan service pour nous rappeler que ce film s'inscrit dans la continuité de la saga? Exemple, le générique, je l'ai déjà évoqué. Et cette scène où Bond se souvient de ses anciennes missions en regardant ses anciens gadgets dans son tiroir, nous rappelant les premiers films de la saga cinématographique. C'est selon moi la plus grosse gourde faite au niveau scénaristique dans cette saga bondienne. On sent à travers le film que l'histoire d'amour a bien été développée et a été certainement la priorité du réalisateur. On peut lui accorder que du coup, elle est assez réaliste. Mais tout cela a été fait au profit de l'intrigue principale. Habituellement, l'intrigue est au centre des films et l'histoire d'amour vient en second plan. Là, on a clairement l'inverse. Et ils ont calé des scènes par obligation pour faire avancer l'intrigue, en se disant Tiens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé du plan de Blofeld. Faudrait peut-être qu'on fasse une scène là pour faire avancer le truc. En voulant coller au livre, tout en réalisant un film dans une saga cinématographique commencée depuis déjà plusieurs années, on obtient un James Bond trop long, avec quand même quelques périodes d'ennui. On ne comprend pas bien pourquoi Blofeld veut devenir ce comte de Blochamp. James essaye de décrocher des infos des filles. Ah bah lui, il y arrive pas, peut-être que l'ancien il sera arrivé. Pourquoi nous avoir mis ces scènes? Pour nous servir ensuite une discussion vite faite où Blofeld explique son plan. Et pourquoi le collègue de James veut absolument monter au Piz Gloria, au point de mettre à jour la couverture de notre héros. Petit rappel de l'intrigue principale qui était quand même plutôt intéressante à la base. Blofeld met au point une arme bactériologique, un virus Oméga, permettra de rendre la Terre stérile. En contrepartie, il demande une rançon pour ne pas diffuser ce virus. Les filles doivent servir à propager le virus, elles sont hypnotisées par Blofeld pour les commander. Et là, la solution pour contrecarrer les plans du chef du spectre, c'est balayé vite fait. Ensuite, continue dans ce scénario bancal, James est pourchassé tel un lapin par des chasseurs, et qui arrive d'un coup pour le sauver? Notre belle Tracy. Il faut le concéder, c'est quand même hyper facile. Et puis dernier exemple, dans l'inutile et le ridicule, pourquoi Blofeld fait des avances à Tracy? Il passe pour un idiot, alors que je trouvais franchement que Telly Savalas s'en sortait brillamment en Blofeld jusque-là. Là encore bizarrerie, puisque dans les livres, notre Blofeld est en couple avec notre méchante sorcière qui est dans le Piz Gloria. Je vais évidemment enfoncer une porte ouverte, il est clair que le personnage de Bond a été retravaillé par rapport à la période connerie. Le réalisateur y est certainement pour beaucoup. J'ai un peu de mal avec l'approche, je m'explique. C'est quoi ce Bond enfantin que l'on voit quand M lui ordonne de changer de mission? Ce petit garçon vexé n'a pas d'autre idée que de demander sa démission. Drôle de réaction pour un adulte. Encore une fois, on comprend ce qui se passe quand on lit le livre. Mais dans ce film, il nous manque du contexte pour bien cerner la réaction de notre James Bond. C'est à peine expliqué dans le long métrage. Dans le livre, Fleming nous raconte une certaine lassitude de James qui n'arrive pas à mettre la main sur Blofeld depuis 2 ans. Il se demande du coup s'il est encore un bon espion. Il pense à démissionner. Si le réalisateur n'avait pas le temps de nous expliquer tout ce contexte autour du personnage de Bond, il ne fallait pas reprendre l'idée de la démission. Pourquoi ne pas avoir fait une scène toute simple? Et c'est un peu en fait le final de ce qui se passe dans le film, où James demande un congé pour approfondir la piste Draco. Et on s'arrête là, c'est tout. Enfin bref, revenons au trait de caractère de 007. Une chose me marque dans ce film, c'est la peur qui se manifeste chez lui. On avait, jusqu'à Au service secret de Sa Majesté, l'habitude de voir notre Bond assez stoïque devant la pression. Là, ça change clairement. On a plusieurs séquences où on voit sa peur. 007 est du coup beaucoup moins impressionnant. Il devient plus humain. Ce film est clairement affilié au film de Daniel Craig. On peut être, comme moi, un peu décontenancé par cette approche après un Sean Connery qui lui était imperturbable. Et ils vont même jusqu'à féminiser notre Bond en l'habillant en jupe. Alors oui, je sais, le kilt est un habit traditionnel écossais. Mais bon,
c'est amusant de la voir habillée ainsi dans un film où l'on veut modifier les traits de caractère de notre héros. Je continue. Le fait qu'il rencontre sa future femme le rend aussi plus vulnérable. Il fait clairement sauter la carapace. Je ne suis pas gêné par cela, j'aime les bondes de Craig, mais ici, on joue sur les deux tableaux. Il concrétise avec sa future femme et après, il n'hésite pas à coucher avec ses femmes pour soutirer zéro information et au final, il se fait griller. Et puis sa relation à la base est quand même très malsaine. Il ne faut pas oublier que Tracy est une marchandise d'échange. Enfin bref, l'humanisation de notre héros est par moments déroutante. Pour moi en tout cas. C'est amusant comme le réalisateur a fait tant d'efforts pour inverser les rôles. Remarquez que les femmes sont des crocos d'hommes, c'est elle qui invite Bond à une partie de plaisir, c'est aussi Tracy qui se donne à James, c'est assez nouveau dans la saga bondienne à cette époque, mais bon, on est bien d'accord, 007 n'hésite pas très longtemps pour alléger ses raideurs. Je suis plutôt positif sur la réalisation de ce film. D'un côté, il y a la recherche de plans sympas. Faut quand même se dire que c'est certainement une première dans la saga à ce moment-là. Le plan de la piscine avec le casino qui se reflète dedans. J'aime bien ce petit effet. Autre exemple, quand James repense à Tracy à travers la fenêtre du bureau de M. Il y a aussi la séquence d'hélicoptère à la fin qui est belle. Et globalement, les scènes d'action sont plutôt bonnes. Bon, faut dire que John Glenn est aussi derrière la seconde équipe. Le réal aime utiliser les plans rapprochés pour montrer les sentiments des acteurs. La scène à la patinoire en est un bel exemple. Le montage et le choix des plans avec des valeurs différentes donnent une sensation d'angoisse par moment. Il aime aussi jouer avec la lumière. Il y a pas mal de plans avec du flair ou des contre-jours. Non, sincèrement, si on se resitue à l'époque, ça change et c'est plutôt pas mal. Je rappelle que nous sommes en 1969. Par contre, il a une utilisation des zooms parfois malvenue. Pour exemple, la scène de baston avant de rencontrer Draco. De toute façon, la réalisation des scènes de bagarre dans ce film ne m'a pas convaincu. C'est un peu fouillis, l'alternance des plans donne un effet un peu bordélique, on se perd un peu par moment. Mais bon, force est de constater que tout n'est pas à jeter dans cette réalisation. Je suis plutôt globalement satisfait. Mais avez-vous remarqué que Peter Hunt, ça sera sa dernière apparition dans l'équipe technique d'un film bondien. Preuve certainement d'un désaccord artistique avec les producteurs. Et oui, ne pas oublier, par exemple, que Peter avait prévu pour la fin du film une scène où James pleurait. Sauf que les producteurs ont dit « Ah non, certainement pas, c'est bon, hein, on va arrêter là. » C'était certainement la larme de trop dans le vase. Après tout ça, que reste-t-il à ce film qui me plaît? Oui, car il y a des choses de bien encore. Si je m'arrête là, je sais que les fanatiques de Bond et de ce film vont me dire T'es pas un fan, tu critiques James Bond. Alors, commençons par les scènes d'action. Trop rares à mon goût, mais celles que l'on a, en dehors des bagarres qu'on soit bien d'accord, sont de bonne facture. Oui, parce que si je peux faire une autre remarque, une petite critique supplémentaire, il faut quand même attendre 1h30 pour avoir de l'action digne de ce nom. C'est un peu long pour un James Bond quand même. On nous offre une belle séquence de ski avec des plans là aussi intéressants. On a une certaine immersion et ça donne une bonne dynamique. Ensuite, on a la musique. C'est quasiment un sans faute dans ce film. Merci à John Barry et à Louis Armstrong d'avoir sublimé certaines scènes. Je terminerai ce tour d'horizon par l'humour. Il est moins présent. On revient quelque part au tout premier film de la saga et ce n'est pas pour me déplaire. Je trouve que c'est important car on ne pouvait pas faire un film léger avec cette fin lourde en émotions. Bon, on est d'accord que les raideurs de Bond, ça n'était pas nécessaire, ça passe car il y a quand même peu de mauvais goût dans ce film. On l'excuse. En revoyant ce film, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a certainement été l'un des plus houleux à produire dans la saga. Entre un acteur principal qui a vite pris le melon, qui s'est isolé, provoquant une mauvaise entente avec Diana Riggs, un réalisateur qui voulait coller au livre au point d'en oublier qu'il y avait déjà eu 5 films dans la saga, des producteurs quant à eux qui ne voulaient pas un changement radical, provoquant à coup sûr des coupes franches au montage. On a un film qui vacille, mais qui tient quand même debout. Ce énième visionnage ne change pas mon avis sur ce film. Il reste parmi ceux que j'aime le moins dans ma saga adorée. Et pour voir où il se situe par rapport aux autres, je vous invite à me rejoindre dans mon top 25. Allez, à tout de suite dans cette vidéo.